Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. Présentation de la quatrième étape du Tour d'Italie, étape numéro 4, première étape de montagne de ce Tour d'Italie. Avec la montée de l'Etna, on va revenir bien entendu sur le profil de la course, sur l'histoire autour de l'Etna. On aura des choses à dire et puis on parlera également de la météo. Il y aura aussi pas mal de choses à dire du côté de la météo. L'étape va pas être reposante du côté de ce Giro 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos favoris pour cette étape numéro 4. N'hésitez pas également à parler de la course, à me dire, tiens, si vous pensez que du côté de l'Etna, on va réussir à faire des différences ou pas du côté des leaders. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est déjà très bien quand vous le faites. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et en plus, plus vous cliquez vite sur une vidéo après sa mise en ligne, et bien plus elle est mise en avant. C'est la magie de l'algorithme YouTube. Du côté de cette étape, eh bien, la course reprend. La course reprend après une journée de repos qui n'a pas été vraiment une grande journée de repos pour les coureurs. C'est presque plus une journée fatigante qu'autre chose. J'ai vu notamment grâce à la télé italienne qui marquait le programme de la Bora, par exemple, pour cette journée de lundi. Eh bien, la Bora s'était réveillée à 7 heures, petit déjeuner, bien entendu. Un petit déjeuner de cycliste, c'est pas un petit déjeuner traditionnel, je peux vous dire. Enfin, si, moi je suis en capacité peut-être d'ingurgiter autant de kilocalories qu'eux, mais à la différence de ces coureurs, c'est que moi je vais prendre 4 kilos au bout d'un mois. Donc, gros petit déjeuner, bien entendu, comme habituellement. Et puis, départ à 9 heures, un quart d'heure de bus pour rejoindre l'aéroport. Transfert entre 9h30 et 11h30 midi pour arriver à Catane. Du côté de Catane, on avait encore 40 minutes de bus pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et puis ensuite, à 13h, repas. Et puis dans l'après-midi, une séance d'une heure 20 de vélo. Et puis test PCR à faire également, car à chaque journée de repos, on doit faire des tests PCR. C'est la règle depuis l'apparition de la Covid. Donc autant vous dire que le programme était très chargé pour les coureurs, malgré le fait que ça soit considéré comme une journée de repos. C'est plus une journée de transfert qu'une journée de repos. Et imaginez-vous que là, il n'y avait que 2 heures d'avion, on va dire. Mais pour Israël, c'était bien plus long le temps en avion. Donc la journée était encore beaucoup plus compliquée. Du côté de l'Etna aujourd'hui, dénivelé positif 3603 mètres. C'est donc pas une journée extrêmement difficile en termes de dénivelé positif. On a vu pire. Il n'y aura que l'Etna en difficulté lors de cette étape. On aura alors une petite bosse, on va dire, au bout de 50 km de course, mais qui ne devrait pas faire de différence au niveau du classement général et surtout qui n'est pas au classement de la montagne. Et on prend l'Etna par le refuge de Sapienza, c'est-à-dire que c'est la même montée que sur le Tour de Sicile, mais ce n'est pas la même montée que lors du Giro 2020 où ce n'était pas par la même face qu'on avait pris la montée du Giro 2020 sous la pluie et où il y avait eu déjà des écarts à l'époque. On commence par le profil de cette étape. 169 km donc entre Avola et l'Etna. Comme vous pouvez le voir, début de journée où on sera plutôt en prise, plutôt en faux plat montant jusqu'à Di Boucheri au kilomètre 49. Ça continuera de monter un peu plus loin. Notamment, ça montrera à Noto, à Palazzolo, à Crede. Vous avez le point culminant qui sera à peu près à 900 mètres d'altitude sur cette première montée au kilomètre 52 ou 53. Vous voyez qu'on aura quand même 8 km 7 à 4,4% de moyenne, donc ça aurait presque pu faire office de petite montée de 3e ou 4e catégorie. Ensuite on redescend, Vizzini, et puis on aura une vingtaine, quarantaine plutôt, 40-50 km de plat pour atteindre le premier sprint intermédiaire à Paterno au kilomètre 134. Pour certains, ça sera le pied de cette montée.
Bon, pour d'autres, il faudra encore attendre un peu plus longtemps. Pour les organisateurs, la montée se fera, le pied se fera Biancavilla, mais comme vous le voyez, des Paterno, ça commence déjà à grimper. Et on a, on va dire, une trentaine de kilomètres de montée officiellement. Mais pour que les pourcentages soient un peu plus impressionnants, on a réduit à 22 km 900. Donc entre Biancavilla et l'Etna, avec 6% de moyenne, côte de première catégorie. Vous voyez le final de cette étape. Donc par l'Etna, le refuge de Sapienza. C'est pas hyper régulier, c'est pas très difficile non plus, il y a quelques replats. La première partie de montée, on aura donc un pied de colle à 7,2% et puis après c'est 4,2, 5,7. Voilà, sur la première partie de colle, on va pas dépasser les 8%. Sur les 10 premiers kilomètres, hein, on dépasse à peine les 7,5 entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Et puis ensuite, on a presque un replat entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11 à 4,1. Et ensuite, on a 2 kilomètres compliqués à 7,7 et 8,5 de moyenne. Puis un replat. Puis de nouveau un kilomètre qui est le kilomètre le plus compliqué entre le kilomètre 14 et le kilomètre 15. Donc c'est-à-dire à 7-8 km de l'arrivée. Là, on est à 9,9 de moyenne. Et puis ensuite, c'est très irrégulier. 6, 6, 9, 7. Et un final qui n'est pas forcément extrêmement pentu, à part entre le kilomètre 21 et le kilomètre 22, on a 6,3% de moyenne, mais c'est pas très difficile. Après le passage en noir, la pente devient beaucoup plus roulante, voire presque descendante à certains moments. Et le dernier kilomètre est à 2,2%, donc pas très difficile. Du côté de l'Etna, 1895 mètres, on dépasse les 1500 mètres sur les 6 derniers kilomètres et les 1008 sur les 2 derniers kilomètres de montée du côté de l'Etna. Mais c'est pas la montée la plus difficile. Faire attention du côté de l'Etna, donc la route est très large. Mais c'est un peu comme le Mont Ventoux, l'Etna, c'est-à-dire qu'assez vite on a un paysage désertique, comme sur le Mont Ventoux, donc on est assez vite en prise avec le vent, et ça peut vraiment bloquer la course. Faire attention également, on a quelques traversées de villages siciliens. Alors les villages siciliens, déjà les routes sont assez étroites, mais surtout la route peut être très glissante, qu'il fasse mouillé ou sec. Également, donc il faut faire attention du côté de cette étape en Sicile. On va passer à l'histoire du Giro, et on va reprendre l'étape du Giro 2011. C'était l'étape numéro 9 à l'époque. On arrivait du côté de l'Etna avec 2 passages du côté de l'Etna, du côté de cette étape. Et c'était 2 fois le même passage et on arrivait du côté de ce fameux refuge de Sapienza. C'était pas les 2 fois les mêmes montées, vu que la première montée, on arrivait jusqu'à 1629 mètres, et la deuxième montée, on arrivait jusqu'à 1900 mètres du côté du refuge de Sapienza. Donc du côté de ces 2 montées de l'Etna, enfin du côté de la Sicile. C'était le grand retour de l'Etna en 2011 sur le Tour d'Italie. Pourquoi le grand retour de l'Etna? Parce qu'on n'y était pas allé depuis 1989 et la victoire d'Araccio da Silva. Autant on a enchaîné les arrivées du côté de l'Etna depuis surtout ces dernières années. 2017, 2018, 2020, 2020, dernière arrivée sur le Tour d'Italie. Du côté de l'Etna, mais en 2011 c'était le grand retour, donc voilà, après 20 ans, plus de 20 ans d'absence du côté de l'Etna, et cette arrivée et cette victoire d'Araccio da Silva. Et la première fois où on est arrivé du côté de l'Etna, c'était Franco Bitossi en 1967. Du côté de cette étape, l'échappée va mettre beaucoup de temps avant de sortir. Elle va sortir au kilomètre 50 sous l'initiative de Giovanni Visconti de la Farnese Vigni Neri Sottoli, qui est devenu ensuite Vigni Zabou. Il est rejoint par Yaroslav Popovic, l'Ukrainien serial baroudeur, après ses premières années où il était plutôt leader pour le général des grands tours de l'équipe Radio Shack. On retrouve Michael Scherel, équipier roule toujours d'AG2R La Mondiale, Yann Bakeland,
coureur de talent d'Omega Pharma Lotto, 2 ans avant sa victoire sur le Tour de France, à Jan Bakeland, Alessandro Vanotti de la Liquigas, Pablo Lastras Garcia de la Movistar, Filippo Savini de la Colnago, CSF Inox qui est devenu un petit peu la Bardiani. On avait également 2 anciens vainqueurs d'étape sur le Giro, Matthias Frank de la BMC et Johan Horace Ripoll du côté de Katusha, donc plutôt une belle échappée au départ de cette étape. L'écart max sera de 4 minutes 27. Derrière, on va contrôler pendant toute la journée, notamment l'équipe Astana autour de Contador. L'écart diminue fortement avant le pied de la deuxième montée de l'Etna et à 13 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'Etna depuis une vingtaine de kilomètres presque, parce qu'à l'époque on considérait que l'Etna faisait 30 km. Eh bien, ils ne sont plus que 4. On retrouve Lastras, Visconti, Matthias Frank et Jan Bakeland. Et ils ont à ce moment-là 2 minutes 30 d'avance. Dommage pour eux, c'est que Lastras va lâcher très vite. Ensuite, à 10 km de l'arrivée. Et puis ensuite, il va y avoir le show Alberto Contador. Alors, nous avons déjà une attaque dans le groupe, dans le peloton, le groupe de tête, on peut appeler ça comme ça, de José Rurano. Le coureur de Androni Giocattoli, coureur colombien qui a passé de nombreuses années chez Androni Giocattoli. Et puis à 6 km 7 de l'arrivée, eh bien Contador attaque juste après l'Espagnol et il va lâcher tous les favoris et il revient sur Rurano. Rurano qui a quand même plusieurs grands résultats dans son palmarès, 3 victoires d'étape sur le Giro, vainqueur du classement de la montagne du Giro en 2005 également, 3e du Giro 2005 où il avait battu notamment Danilo Di Luca, je crois me rappeler. Donc vraiment un coureur qui a beaucoup d'expérience dans le cyclisme. Et puis Rurano, eh bien, il va se faire attraper par Contador. Les deux collaborent et reviennent sur les échappées, notamment Jan Bakeland qui est parti en solo et qui va s'accrocher à ces deux hommes-là à 1,5 km de l'arrivée. Contador va décider d'utiliser une rampe pour attaquer de nouveau. Il lâche ses deux compagnons pour finir en solitaire. Elle prend la tête du général lors de cette étape. Et puis là, c'est vraiment une étape Contador pur jus, c'est-à-dire Contador qui met des coups de butoir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qui va lâcher ses adversaires. Contador, il avait vraiment un profil presque de puncher, Contador, parce que c'était vraiment des changements de rythme très brutals. Et puis ensuite, il retrouvait un rythme beaucoup plus lent, mais il avait complètement explosé ses adversaires qui se retrouvaient dans le rouge. Il arrivait à faire des changements de rythme très brutaux. C'était vraiment la base de Contador, et sur cette étape-là, c'est vraiment ce qu'il fait. Il prend la tête du général avec une 21 d'avance sur Nibali, une 28 sur Scarponi et 2 minutes 55 sur Gadret. Et pourtant, ce sont ces 3 coureurs-là qui seront sur le podium de la course. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2011, Contador se fait prendre par la patrouille. Alors, il se fait prendre par la patrouille en fait en 2010, lors d'un contrôle positif. Sur le Tour 2010, il se fait contrôler positif au salbutamol. Vous vous souvenez, c'est la vache qui avait mangé du plastique. Et puis c'est cette fameuse vache qu'il avait partagée avec ses équipiers. Sauf que ses équipiers, ils n'avaient pas du tout de traces de salbutamol dans leur sang, alors que lui, il en avait. Ça a toujours été la magnifique surprise de la vache de Contador. Et donc, il prend 2 ans avec effet rétroactif. Donc il perd sa victoire sur le Giro, également sa victoire sur le Tour de France 2010, qui reviendra à Andy Schleck. Et sur le Giro, ça sera la victoire de Michele Scarponi. Eh bien, on passe maintenant à la météo. Du côté de la météo, attention au vent d'est, donc qui sera de côté pendant tout le début de journée, même une grande majorité de la journée avec du vent de côté. Un vent qui sera violent entre 20 et 60 km/h. Faire attention, les traversées de villes siciliennes, ça peut étirer le peloton et puis ensuite, pourquoi pas créer des cassures. Les écarts seront peut-être déjà importants au pied de l'Etna. Ensuite, il y aura de la pluie sur une grande partie de l'étape, notamment sur ces petits villages italiens de Sicile. Par contre, du côté de l'Etna, on devrait plutôt avoir des conditions sèches. Donc il faudra faire attention dans la petite descente sur l'étape du jour, entre le kilomètre 55 et le kilomètre 83. On est sur un passage plutôt en faux plat descendant. Il faudra faire très attention à ce moment-là du côté des leaders du général. Et puis dans l'Etna plutôt du soleil, le vent qui restera très fort du côté de l'Etna, entre
20 et 45, 50 et 60 km/h, hein, vraiment du côté de l'Etna. C'est là où il pourrait être le plus fort et le vent sera de face, ça pourrait bloquer la course entre les leaders du général. Et puis du côté des températures, alors, il fera 19 à 20 degrés en plaine et en haut de l'Etna, il fera 11 petits degrés, ce qui reste tout à fait raisonnable pour des coureurs cyclistes. Hein. On n'est pas sur des températures vraiment trop basses du côté de l'Etna. La stratégie, soit on a une grosse échappée qui va au bout, 8, 10 coureurs, 12 coureurs, pourquoi pas, qui prendraient l'échappée en se disant que les leaders du général ne voudront pas se découvrir et donc qu'il y a une opportunité pour s'imposer dans l'échappée. Soit les gros décident dans les coups de bordure de vouloir créer des écarts, de vouloir enterrer tel ou tel coureur et ça roule très très vite. Et ensuite, on attaque pour jouer la gagne de l'étape et du général. Mais c'est quand même prendre un gros risque pour la suite de la course, c'est-à-dire avoir le poids de la course et du maillot rose sur les épaules. Et on a vu que ça a coûté parfois des victoires. Je pense notamment à un Roglic qui avait vraiment fini son Giro fatigué en 2019 en ayant pris le poids de la course dès le départ. Et puis soit un mec qui est dans le groupe des plutons des favoris décide d'attaquer parce que ça se regarde à cause du vent de face et réussit à remporter l'étape. Du côté de mes pronostics, comme vous voyez, l'étape est très ouverte. J'ai décidé de mettre Lorenzo Fortunato. Pourquoi? Il a déjà perdu 2 minutes 07, pas très dangereux au général, ça reste un bon grimpeur. Donc pourquoi pas. J'ai mis Guillaume Martin, il est à 1 minute, donc c'est pas forcément un danger imminent. Il s'est entraîné du côté de l'Etna, il connaît la montée par cœur. C'est une montée qui lui a déjà réussi sur le Tour de Sicile en 2019. Donc c'est une montée qu'il connaît extrêmement bien. Ça peut peut-être être la bonne opération pour lui. Lors du Tour de Sicile, il s'était imposé devant Fausto Masnada, qui était à l'époque chez Androni, Dayor Quintana et McNulty et Vlasov, qui étaient chez Gazprom, et McNulty était chez Rally. Et devant également un Jan Polanc ou un Giovanni Visconti. Et Juan Pedro Lopez également qui était sur cette course-là lors de cette journée en 2019 sur ces 119 km. Et puis, pourquoi pas également Vincenzo Nibali. On est en Sicile, il va vouloir se montrer, il a l'air d'être en forme. Il a fait la montée lors du Tour de Sicile cette année. C'était la même montée dans des conditions qui n'étaient pas évidentes également lors du Tour de Sicile. Donc pourquoi pas pour Vincenzo Nibali. Et puis en grosse cote, j'ai décidé de mettre Jan Hirt. Il aura les cartes en main, je pense, Jan Hirt du côté d'Intermarché. Ça reste un bon grimpeur, Jan Hirt, qui est en forme aussi, vainqueur du Tour d'Oman. Donc il faudra faire attention, pourquoi pas, du côté de Jan Hirt, qui est pas mauvais également dans les échappées. Mais on peut avoir plusieurs opportunités de vainqueurs lors de cette étape. C'est très très ouvert. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc ce soir pour faire le débrief de cette 4e étape aux alentours de 21 h. Et puis demain, 7 h, pour faire la présentation de l'étape numéro 5. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.